Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le 8e épisode de Un bruit qui court. L'air de rien, nous approchons de la fin de la saison, mais je refuse d'en parler plus pour le moment. Pour ce 8e épisode, nous recevons un artiste, un animateur, mais avant tout un homme. Ni un salaud, ni un saint, il va nous faire découvrir la face cachée d'un projet artistique. Il va présenter le grain de folie qui l'anime, qui le fait évoluer avec le temps. Il a peut-être un côté intégré marginal, mais il a une vie normale. Laissons-lui la parole afin d'éviter les raccourcis, puisqu'aujourd'hui, le rappeur n'est pas bâillonné. Merci donc d'accueillir Guillaume. Bonjour. Comme toujours, je suis aussi en compagnie de mes deux camarades préférés. Le chef technique de cette émission, bonjour Vince. Salut Flo. Quoi de prévu aujourd'hui ? Eh ben un petit quiz thématique comme d'habitude. Et notre cher stagiaire qui pour l'occasion a retrouvé sa voix d'adolescent. Bonjour Mathieu. Bonjour. Quoi de prévu aujourd'hui ? Eh bien, je vais essayer de faire ma chronique jusqu'au bout. On va finir un vrai ou faux. On va avoir la réponse il y a 2 mois maintenant. Oh là là, c'est vrai, le temps passe vite. Donc revenons à notre invité, Guillaume. Gitz, tu préfères qu'on t'appelle comment ? En général, mes amis m'appellent Gitz. Alors, allez-y, Gitz, partons c'est sur cool. Gitz. Tu es tout d'abord un fan de hip-hop, un chanteur engagé dans le rap et aussi accompagnateur de projets artistiques. Pour te présenter, je te propose de commencer par un texte à trous où tu vas compléter mes phrases. Bonjour, Guillaume, tu habites. j'habite à Angers. Tu as plusieurs passions dans la vie, comme, Le rap, ou encore, le basket, ta couleur préférée est, le vert, et ton plat préféré, les lasagnes à la bolognaise. gourmand. La musique qui te fait kiffer est, Eh bien, le boom bap des années 90, Mhm. en général. Et ton film préféré c'est, C'est difficile ça. Eh bien, allez, Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1975. Tu adores les gens qui, Ils sont curieux. et tu détestes les gens qui. Vote RN. Parfait, merci d'avoir complété mes phrases. L'épisode peut démarrer. Bienvenue et bonne écoute à tous. Du coup, Gitz, on a dit que tu étais rappeur, accompagnateur de projet. Ma première question, ce serait comment tu es devenu chanteur, rappeur ? Eh bien, tout simplement, dans ma chambre d'adolescent, quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à écouter du rap début 90, donc 90, 91, 92. J'avais réussi à avoir une cassette de Public Enemy, un groupe de rap américain avec 2 artistes, assez engagés politiquement aussi dans les textes. Et puis à écouter du Assassin, du NTM, du IAM. Et moi, j'écoutais plutôt du rock un peu plus jeune. Et je suis aussi arrivé à la fusion avec du Body Count. Et Body Count, Okay. Ice-T qui rappait dans Body Count. Ouais. Et voilà, moi, ce côté un peu scandé, ce flow, les textes, ça me parlait. J'ai commencé à essayer d'écrire. Comme pour beaucoup au début, c'était pas terrible. Et j'avais des potes dans mon quartier où j'habitais qui avaient un peu les mêmes passions, basket et rap. Et bon, tout de suite, ça a matché. Et on a créé un premier groupe qui s'appelait 4 Vérités, parce que ça n'existe plus. Ouais. Et donc, on a écrit des textes, on a fait notre premier concert en 95, un peu en impro, dans une salle en face du lycée Joachim du Bellay, où il y avait des soirées hip-hop organisées par le groupe Sous le Choc, qui était un peu la génération d'avant nous en hip-hop, Yes. les premiers sur Angers à faire du rap. Nous, on était un peu la deuxième génération. Et voilà, ces soirées, c'était des DJ, des MC qui passaient, des soirées souvent un peu tendues, mais parce qu'à l'époque, c'était pas très ouvert, la culture hip-hop, c'était pas les soirées qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et Un côté très underground, du coup. ouais, assez un peu underground, caché, et puis bon, très, très, très quartier, très, très lascar, pas ok. beaucoup de femmes dans le public, pas de femmes sur scène. Voilà, une ambiance un peu tendue souvent. Ouais. Et voilà, nous on s'est retrouvés à monter sur scène, à faire 2 morceaux avec DJ Moon à l'époque qui nous a laissé l'opportunité. On est ressorti de là, on était surexcités, on était contents. Et c'était parti, on allait voir nos premiers concerts au Shabada, les Sages Poètes de la Rue en 95, 16 aussi je crois, quelque chose comme ça, la Clica. Puis on voulait faire la même chose, on s'est dit ouais, c'est ça qu'on veut faire. Carrément. Et puis on a continué à écrire et à faire des concerts dans les maisons de quartier un peu partout autour d'Angers, à aller sur Nantes, Cholet, Rennes. On avait des stickers, on collait nos affiches nous-mêmes, on allait dans les FNAC pour essayer de distribuer nos CD
oui. On faisait tout. Ouais, de A à Z. Et puis on est dans les radios locales aussi pour Ok. essayer de se faire diffuser, de faire des interviews. Et puis c'était une expérience un peu de terrain en essayant un peu de tout faire. On s'est rendu compte qu'on pouvait pas tout faire bien, mais, Ouais. mais on a essayé. Yes. Et puis on a appris beaucoup de choses entre 95 et 2002, 2003. Voilà, on a fait ça. Et c'était avant le groupe Nouvelle Ère, dont tu citais quelques morceaux. J'ai eu toutes les références en Bien intro. Je pense que tout le monde les aura pas, mais je Non, les ai eu moi. J'espère que tu Bravo. Ce sera un petit jeu d'ailleurs. Il faudra retrouver l'ensemble des Ouais. morceaux. Et des... Tout à fait. Dans l'intro, j'ai cité pas mal de titres de Nouvelle Le Ère. titre de Nouvelle Ère de plusieurs albums, Le rappeur est bâillonné, Grande Folie, des morceaux pas tout le temps connus, en plus pas tout le temps Non. très connus. On voit que tu as écouté. Hein. Ouais, j'ai Tu connais ton sujet. J'ai un peu poncé les albums. Ouais. Et petite question, tu disais entre 95 et 2002, t'avais quel âge à peu près à cette époque-là et est-ce que c'était un exercice facile parce que tu te dis tu vas voir les maisons de quartier, tu vas voir tu vas voir la Fnac, c'est une grosse dynamique de réseau. Ouais. Comment tu le vis à cette époque-là, tu te souviens un peu? On était jeunes, on a commencé, on avait 14-15 ans, donc c'est on va dire entre 15 et 18 et 19 ans, on a pas mal. On a essayé d'aller à la rencontre. Alors, moi, c'était pas ma spécialité d'aller vers les gens. Avec mon autre collègue David, on était plutôt à rester dans notre coin. Et je pense que si on n'avait pas eu un des membres du groupe qui était un peu le chien fou, qui allait causer avec tout le monde et qui aimait bien aller dans plein d'endroits différents, je pense que si on n'avait pas eu ce collègue-là, on n'aurait pas forcément été plus loin. Mais du coup, on l'a suivi. Et nous, on faisait un peu le travail de fond. Lui, il faisait le travail d'aller vers les gens et d'essayer de nous caler des choses. Et ça nous a bien servi pour aller voir d'autres rappeurs dans tous les quartiers d'Angers au départ, Belle-Beille, La Roseraie, etc. Et puis dans les autres villes, on a vu te rencontrer des gens aussi qui étaient passionnés et qui étaient un peu plus âgés que nous et qui maîtrisaient plus de choses, notamment à Nantes, où on a rencontré l'association Rapacité et le groupe Ultime Power. C'était un peu plus âgé, donc des pionniers aussi sur Nantes dans le hip-hop et dans la transmission. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une structure associative, ils donnaient déjà des ateliers d'écriture. Donc nous, on en a bénéficié. Et donc c'est pour ça qu'après, nous, on a retransmis par la suite parce qu'on a connu cette structure associative et puis aussi cette culture hip-hop qui aussi de toute façon est dans la transmission. Je pense que c'est presque quelque chose de naturel quand tu es dans cette culture-là. Je pense que c'est de l'éducation populaire, tu transmets. Et donc on a rencontré ces gens-là sur Nantes qui nous ont créé nos premières musiques. Il faut quand même remettre à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas grand-chose sur Angers, à part un disquaire black et noir, peut-être CDBD encore, je ne sais pas si c'était encore là. Donc on pouvait avoir quelques vinyles, mais pas forcément très très hip-hop, il n'y avait pas grand-chose. Donc on allait sur Paris, pour aller choper des platines, des vinyles, des phases B. Il n'y avait pas tout ce qu'on peut retrouver sur Internet pour avoir des instrus pour pouvoir rapper dessus. Il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes outils pour se faire connaître, d'où se déplacer dans d'autres villes, créer des réseaux. C'était de l'artisanat, l'artisanat, en fait. C'est artisanat, frapper aux portes, quoi, et rencontrer des gens. Et c'était assez différent. C'est aussi par rapport aux programmateurs de l'époque, dans les SMAC, on pouvait facilement quand même aller téléphoner, aller voir, à choper un rendez-vous sans avoir trop d'attente. Et ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses. Et donc les gars de Nantes, ils nous ont beaucoup soutenus dans les premières années. Ils nous ont programmés sur des premières parties d'M-Group, de Sniper, je crois, de l'époque. Génial. Des groupes comme ça qui nous ont bercés aussi, nous, dans notre adolescence. Voilà. Ok, trop bien. Et donc ça, c'était 4 vérités. C'était 4 vérités. C'était les tout débuts. On a aussi été On a eu la chance dans notre maison de quartier d'avoir des animateurs qui étaient vraiment très très impliqués et qui nous ont vraiment soutenus. Et ils nous ont aidés à nous structurer aussi, à créer notre première association. Ils nous ont emmenés dans des conventions hip-hop à Mantes-la-Jolie, dans le 78 aussi, en 96, je crois, quelque chose comme ça. On a rencontré les psychiatres de la rime, Soprano, qui avait 15 ans à l'époque, 14 ans, je sais plus. On a fait un atelier d'écriture avec lui. Et c'était pas lui qui donnait l'atelier, il était avec nous. Ouais. Donc ça, c'était des rencontres aussi. On les a vus sur scène, les psychiatres, à cette époque-là. On avait plein d'autres en graphe, en danse. Pareil, tout notre crew, toute notre équipe, il n'y avait pas que des MC, il y avait aussi des gens qui s'intéressaient à d'autres disciplines. Oui, parce que le hip-hop, c'est pas que le rap. Donc merci à ces animateurs, si jamais ils nous écoutent, Katia et Bouchaïb.
Bah, C'était dans quelle maison de quartier? C'était Centre Marcel Menet, au Grand Pigeon. ok. Eh ben, Donc, au niveau technique, là, quand tu parles de MC, alors moi je connais pas. Moi je suis pas très. C'est quoi un MC? Le MC, c'est le maître des cérémonies, c'est le Master of Ceremony. C'est celui qui va animer les soirées au tout départ. C'était ça un peu dans les années 70-80, au tout début du hip-hop à New York. C'était celui qui dit hey, les gars, vous êtes chauds, hey, les filles, vous êtes chaudes, ouais, lève les bras, tout le monde va bien s'amuser. Ouais. Ça se limitait à ça au début, hein. C'était vraiment ça. On met l'ambiance, faites du bruit. Et puis petit à petit, c'est venu, tiens, le MC il a une place importante quand même, est-ce qu'il pourrait pas raconter un peu plus de choses? Et on a commencé à mettre plus de mots, plus de flow, et puis à passer des messages, le morceau de Message, c'était un peu la pierre angulaire du début du rap conscient, un peu engagé. C'est plus juste on fait la fête, mais on a des choses à dire. ouais, ok. Génial. Et du coup, pour revenir à toi, à ton parcours, les gars avec qui tu montes 4 vérités, c'est les gars avec qui tu montes Nouvelle Ère aussi derrière? En partie, il y en a 3 sur 4, donc 2 MC, moi et David, Equanime, qui est dans les Frères Casquettes et dans Nouvelle Ère aussi, Ouais. avec qui je continue toujours à faire de la musique. Et notre DJ Dox, qui a suivi dans Nouvelle Ère une bonne partie de l'aventure, Ok, pendant presque 10 ans, je crois. ok. Et comment vous avez remonté ce groupe-là après Nouvelle Ère? Et ben Nouvelle Ère, c'est la rencontre des 4 vérités, le groupe, et le groupe L'Ambassade sur Angers. En fait, c'est une fusion de 2 groupes et d'un beatboxer en plus. À l'époque, le tout premier, c'était Ezra, et un bassiste qui venait du dub, qui était dans des groupes comme Zarous, Orange Dub. Et nous, on avait des affinités avec ces gars-là, et on avait envie de monter un groupe pour le live, donc avec DJ, bass, beatbox, un truc 4 MC, quelque chose d'assez vivant, et ça a tout de suite plu au programmateur. On a eu aussi rapidement un manager qui est devenu le directeur du label Yotanka, Vivien Guéry, qui nous a beaucoup aidé, et puis un technicien son, un technicien lumière, un graphiste. Donc on était 11 vraiment dans l'équipe à faire avancer le projet. Et ça a tout de suite fait la différence par rapport aux autres groupes, de nos autres groupes avant, comme 4V ou l'Ambassade. C'est-à-dire que là, tout de suite, on a voulu monter un projet scénique et qui avait de l'ambition. Et donc là, on a été un peu partout. On a dû faire 300-400 concerts. On a fait 3 albums. On a fait plusieurs tournées en Allemagne. On a monté un collectif au Mali qui s'appelait Hip Hop Canoe. On a été plusieurs fois sur Bamako. On a été jouer en Espagne. Puis on a tourné un peu partout en France. Et à chaque fois qu'on tournait, on essayait de placer des actions pédagogiques, des rencontres, des projets avec des jeunes. Donc ça, on a tissé un réseau. Et puis on s'est expérimenté un peu là-dessus. Donc ça, c'était 2004. 2004 à 2016, je dirais. On a fait tous ces concerts, tous ces albums. L'équipe a un petit peu changé sur le 3e album en 2015, mais la plus grosse partie, c'est ça, 2004-2012, où on a eu la chance d'avoir aussi plein de soutien, d'accompagnement, comme les accompagnements des SMAC, comme le Shabada. Maintenant, ça s'appelle Équipe Espoir, mais avant, c'était autre chose. Et il y a eu le VIP à Saint-Nazaire, qui nous a beaucoup soutenus. On a fait le chantier des Franco, on a eu accès à des formations artistiques pour, pareil, nous former sur la scène, l'aspect technique du son sur scène, l'environnement juridique de l'artiste. On a fait les chantiers des Francopholies, avec les Francopholies après dans le IN. On a fait les transmusicales, pareil, avec une tournée des trans, où là, on a eu, pareil, accès à des formations. Ça nous a appris beaucoup de choses. Et puis le Printemps de Bourges 2 fois, en off, dans Découverte la première année, la deuxième fois dans le IN, où là, pareil, on a eu une autre expérience de ce que c'est qu'un gros festival, et un festival de découverte d'artistes, où tu joues à midi devant que des pros, tu vois, la première année. C'est autre chose. c'est un autre monde. Ça doit être un autre public. Voilà, c'est ça. Et ça apprend les choses aussi. Tu as pu expérimenter vraiment tout type de lieux de production. Ouais, puis on faisait des tremplins, on allait en fin fond de la Bretagne, je me souviens des tremplins où il y avait que du rock, où il n'y avait jamais eu de rap, et on joue en tout premier, il n'y avait pas grand monde, mais le jury était là, et la salle se remplit, mais nous on était dégoûtés, on fait ah mince, il y a du monde quand on joue pas, et en fait on gagne le tremplin, donc tout le public était dégoûté. Mince, c'est le groupe de rap qui gagne. Et on jouait sur le festival Au Pont du Rock après, donc avec Alpha Blondie, avec le gars de Téléphone, je sais plus lequel, je crois que c'était pas Jean-Louis Aubert, un autre, et puis d'autres artistes. On était super contents, c'était notre premier Cro Festival avec le nom sur l'affiche, et là c'était un peu notre rêve de gamin, c'était le truc, on a notre nom sur une affiche de
le festival, ça y est quoi. Tu repenses au petit Guillaume de 14 ans qui commence à écrire des textes dans sa chambre à ce moment-là. Et, Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est ça. Quand est-ce que, comment dire, enfin, le fait de passer d'une pratique amateur à vraiment, là, on prend la vague un petit peu et on s'y met, ça devient notre activité un peu principale. Tu te souviens qu'il y a eu un déclencheur ou ça se fait petit à petit finalement tout au long de ces années? Ouais, ça s'est fait vraiment petit à petit parce que ça s'est fait presque sur 10 ans. Parce que déjà, on était, comme je le disais, on était un groupe nombreux. Donc, arriver à être tous intermittents, ça voulait dire vendre des concerts à très cher, parce que à 7 sur scène, plus 2 techniciens, ça fait 9. Le manager, etc., ça monte très vite. Donc, on n'a pas été tous intermittents tout de suite. Certains ont gardé des métiers, bossé dans l'animation. Voilà, c'était pas simple, parce que du coup, on répétait plusieurs fois par semaine, on faisait des concerts tous les week-ends. Donc, fallait, et puis des résidences des fois en journée, donc il fallait réussir à se débrouiller, mais c'était pas simple. Mais c'était c'est comme ça qu'on a fonctionné, mais assez vite, on a créé l'association L'Air de Rien en 2006, donc 2 ans après la création du groupe. Et moi, j'ai été embauché en cordo en 2006, 2 ans après la création du groupe. Donc finalement, j'ai commencé en 95, en 2006, moi, je me suis professionnalisé, je vivais en fait de la musique et de l'association. Et les autres membres du groupe, en fait, sont devenus intermittents. Certains sont passés par la case asso aussi pendant 1 an, 2 ans avant de devenir intermittents. Et on a créé les Frères Casquettes en 2011 aussi. C'était voilà, une façon de... Certains vont bosser avec l'asso, d'autres vont continuer dans le jeune public et rester intermittents, quoi. Ok. Et je propose qu'on reparle de l'asso L'Air de Rien juste après. On va donner la parole à Mathieu pour sa chronique du vrai ou faux. Bonjour. Alors, je vais essayer de le plus audible possible. Comme vous le remarquez, j'ai un tout petit peu mal à la gorge. Alors, ma dernière chronique remonte à 2 mois. Donc, je vais vous rappeler la question pour vous rafraîchir un peu la mémoire. C'était sur les fameuses pizzas hawaïennes. Alors, vrai ou faux, les pizzas hawaïennes, elles ont été inventées au Canada. D'après vous? Je dirais faux, moi. Allez, comme ça, au feeling. J'ai envie de dire bêtement que non, elles ont été inventées à Hawaï. Non, c'est bien vrai, elles ont été bien inventées au Canada. Donc, pour la petite histoire, Ouais. sur un peu d'histoire, mais en 1962, un restaurateur canadien, Sam Panopoulos, a eu l'idée d'ajouter des morceaux d'ananas sur une pizza, juste pour tester un peu le goût sucré-salé. Donc le nom, en fait, hawaïenne plutôt, vient de la marque d'ananas en conserve qu'il a utilisé. Pas du tout de l'île. En conserve en plus. Ouais, Et d'accord. voilà. Ah ouais. Oui, Faire ça pousser doit des vraiment ananas. avoir du goût. Ouais. S'il y a des Italiens qui nous écoutent, je pense que ça commence à trembler des genoux déjà là. Et Et donc, des Hawaïens aussi. Et des Hawaïens aussi. depuis cette pizza, on a fait toujours un grand débat, on aime ou on n'aime pas. Il y a quand même le président islandais, il a même déclaré en 2017 qu'il interdirait s'il pouvait faire passer une loi. Mais en 2018, la pizza, ça n'a pas marché. En fait, elle a reçu le soutien de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre du Canada, Oui. Justin Trudeau. Donc en fait, il n'y a pas eu de loi. Il semble que le sujet soit suffisamment important pour légiférer dessus, effectivement. C'est épineux, c'est épineux. Sens de Guillaume, pour ou priorité. contre la pizza hawaïenne? Contre. Ouais. Non, j'y arrive pas. J'aime bien l'ananas, mais sur la pizza, c'est dur. Est-ce que vous avez déjà goûté? Ah oui, mais Jamais, oui, je c'est crois. pas fait pour non, être mangé ensemble. Pas fou. Je suis pas contre le sucré salé, tout ça, mais même des spaghettis sur une pizza, ça me dérangerait pas, mais l'ananas, Ah non, ananas cuit, c'est pas... Est-ce qu'une pizza lasagne, ça marcherait ou ça pas? marche. Ouais, ça marche. Ça Moi, fait me va. beaucoup de pâtes quand même. Non. Si peu. On va passer au deuxième vrai ou faux. Alors, Emmanuel Macron, notre cher président. Vrai. Emmanuel Macron a fait un kamehameha avec la première ministre japonaise. Tout le monde sait ce que c'est un Non. kamehameha. Ouais, oui. Le kamehameha, génération. c'est dans Dragon Ball. Ah oui, pardon. Ils envoient de l'énergie. Je- Avec les Dans mains, les c'est bagarres. la position. Ouais. Ouais. Alors, vrai ou faux? Un kamehameha avec la première ministre japonaise. Ah, il est capable. Ouais, vrai. Ouais, Ouais. vrai. En effet, c'est vrai. Alors, le 1er avril, c'est pas poisson d'avril, mais le 1er avril dernier, il y a eu un déplacement au Japon. Donc, ils ont fait une déclaration commune, notamment sur la guerre en Iran. Ils ont aussi parlé que la France était le 2e pays consommateur des mangas. Ok. Et donc, les 2 dirigeants, en fait, alors c'est à l'initiative plutôt de la première ministre japonaise. Ouais. Ils ont terminé par un kamehameha, célèbre référence manga Dragon Ball. C'est beau.
Comme quoi, après, bon, la diplomatie, ça peut quand même. On peut passer d'un sujet très brûlant, Oui. la guerre internationale, quand même, Culture à populaire. culture populaire et finir par un Kamehameha. Ouais. Voilà. Tant qu'il fait pas fusion avec Donald Trump, ça me va. Ouais. Bref. Allez, un autre vrai ou faux. Attention. Un pays envisage d'installer des reptiles à sa frontière pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça se pourrait bien que ce soit vrai. Ça dépend des reptiles après. J'ai envie de dire faux, moi. Moi, tu me mets des lézards, j'y vais pas. Eh bien, malheureusement, c'est vrai. Mais non. Merde. En Inde, donc c'est une idée qui a été évoquée pour mettre à la frontière avec le Bangladesh. Il y a une zone de près de 4000 km, donc composée beaucoup de marécages, de rivières. Et donc, voilà, ça rend la surveillance et l'installation de barrières physiques très difficiles. Donc, ils ont une proposition qualifiée d'innovante. Je fais les guillemets avec mes doigts. C'est d'utiliser des serpents et des crocodiles pour dissuader les passages. En fait, ils se sont dit, ah ouais, mais non, ça va peut-être aussi les gens qui habitent sur place, c'est peut-être un peu dangereux. Oui. Donc pour l'instant, ça s'est pas fait. Tout dans la bienveillance. Voilà. C'est une solution qui interroge beaucoup sur les limites de l'ingéniosité humaine. Ouais, c'est clair. L'homme est créatif. Ouais, mais un peu bizarre quand même. Allez, donc la petite dernière. Alors, Donc là, on donne pas la réponse. oui et non, en fait, c'est une spéciale. Ah. Je vais vous donner la réponse à la question. Mais il y aura quand même un élément de réponse que vous aurez le mois prochain. Bref. Wow. Vrai ou faux? Question en 2 temps, quoi. 5 vaches ont été inscrites C'est un problème de maths. dans une école pour éviter la fermeture d'une classe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est vrai. J'ai entendu Ah, parler de vrai, ça. ouais. En effet, c'est bien vrai. C'est dans un village alsacien de Moschk. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Donc, c'est le maire. Il a trouvé une solution inattendue pour sauver la classe. Et oui. Il a inscrit 5 élèves, donc 5 vaches, 5 génisses du village. Voilà ce qui est. En fait, pour la petite histoire, la classe, il fallait vraiment. Il manquait 4 élèves. C'est vraiment mathématique. Ouais. Fermer la classe vraiment comme ça. Donc, ils les ont inscrites. Donc, je vous donne la réponse, mais on ne sait pas encore aujourd'hui si la classe a été maintenue ou fermée. Si ça a marché. C'est cette réponse-là que je vous donnerai Ok. le mois prochain. Hâte de savoir. Eh ben, on Tu nous espère, tiens en haleine. on espère que cette astuce aura fonctionné pour On espère, l'école de si- ce village. Si ça fonctionne, parce que Ça donne fera le des idées, jurisprudence. ça donne des idées. Non, mais au moins, ça a permis de mettre en lumière le petit village et puis les difficultés des écoles et des petites écoles Oui. rurales. On souhaite maintenir l'école pour tous. Exactement. Et pas que Ouais. ça soit juste mathématique. Exactement. L'éducation n'est pas que des chiffres. Merci à vous. Merci à toi, Mathieu. Revenons du coup à nos échanges sur Guillaume, sur ton parcours, etc. Donc tu nous disais que avec tes camarades, vous avez créé l'association L'air de rien, dont du coup tu es salarié. Donc en fait, tu as un peu créé ton propre emploi. Exactement, c'est ça qui s'est passé. On Je a, t'ai dit, on a tiens, fait un profil de poste. Ok. Mais c'est un vrai emploi. Ouais, si, c'est ça. Non, parce qu'aujourd'hui, avec les emplois fictifs et tout, on se méfie de. Ouais. Non, Tu t'appelles pas Fillon. je t'avoue qu'au tout départ, je savais pas tout le temps, tous les jours, ce que je devais faire réellement. J'avais plein de choses à faire, mais Ouais, tu c'était m'étonnes. un peu confus. Et puis avec les années, c'est devenu plus structuré aussi. Ouais. L'association en elle-même et finalement les routes de Nouvelle Air et de l'Air de rien ont pris 2 chemins différents finalement, puisque Ouais. même quand le groupe a ralenti, l'association a continué et s'est développée, et on est toujours très lié à la culture hip-hop, mais c'est pas que ça maintenant. Ok. L'Air de rien, c'est Mhm. assez large. On organise des concours d'éloquence. On a développé une résidence artistique itinérante pluridisciplinaire, Listen to This, qui existe Ouais. depuis plus de 10 ans maintenant. Et pour les adolescents, c'est tous les ans, on organise ces séjours, des stages séjours d'une semaine avec 50 jeunes, 9 intervenants, des gars de Zenzile, des gars de Nouvelle Air, des gars de plusieurs groupes comme ça qui viennent driver un collectif d'artistes qui n'ont jamais joué ou qui ont déjà joué, qui maîtrisent une discipline ou non, en gros, de la danse, du beatbox, du chant, du rap, du saxophone, de la guitare, etc. De la technique du son aussi. Et puis on secoue un peu tout ça et
Et en 5 jours, on propose un spectacle d'une heure et demie toutes les semaines. Et ça cartonne, ça a créé les vocations. Il y a des jeunes qui nous ont suivis pendant 7 ans, qui sont maintenant équipe espoir au Chabala, qui sont inscrits sur des conservatoires, départements de musique actuelle, qui sont devenus techniciens son, lumière. Donc c'est un vrai tremplin. C'est un projet qui nous tient à cœur et c'est un des projets phares vraiment de l'Air de Rien. Ouais. C'est la mission principale de l'Air de Rien. Ouais. Okay. Ouais, c'est le projet principal parce que c'est le projet aussi qu'on porte financièrement. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets où on fait appel à nous, c'est des prestations de services. On nous dit tiens, ce serait cool que vous veniez dans notre collège, dans notre centre social, dans notre maison d'arrêt pour venir faire un atelier d'écriture, de danse, de graphe ou une résidence artistique. Et là, c'est un projet que nous, on a monté, qu'on a imaginé. On est parti de zéro et on a fait des demandes de financement, DRAC, département, ville, de mécénat, pour monter un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de défendre. Et voilà, c'est un projet qui existe sur le Maine-et-Loire depuis une dizaine d'années, et maintenant depuis 3-4 ans en banlieue parisienne, dans le 78. Et on voit que ça marche à chaque fois, quoi. C'est une formule qui fonctionne, c'est-à-dire que ça crée un engouement, une effervescence, 5 jours, être dans l'urgence, rencontrer des gens que tu connais pas, et puis faire avec tes compétences, tes appétences, jouer un accord de guitare dans un groupe, juste une note des fois, même ça suffit pour faire quelque chose de cool qui sonne. Et pareil en danse, pareil en chant, en rap, et on fait des reprises d'artistes, on fait des créations, voilà, on mélange un peu tout ça, et les esthétiques musicales. Donc ça donne un spectacle qui est assez accessible finalement pour tout le monde. Ouais. Et donc les parents, la famille qui viennent voir le spectacle le vendredi soir à chaque fois est assez surpris. Puis il y a des jeunes, on a des souvenirs, nous, de jeunes qui étaient en phobie scolaire et qui renouent avec le collectif, qui renouent avec quelque chose de se lever pour quelque chose qu'on aime. Ouais. Ça remobilise. Et ça remobilise et ça a donné vraiment des moments très 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 intéressants. Et on a eu des retours de parents assez exceptionnels ou d'animateurs qui nous ont suivis plusieurs années sur ce projet-là. Et nous, ça nous a donné la force pour continuer et puis essayer de le développer, même quand la région ou d'autres partenaires commencent à plus soutenir parce qu'il y a des problèmes de financement, etc., on essaye toujours de trouver des solutions. Là encore, pour cet été, on ne sait toujours pas si on va pouvoir le maintenir parce qu'avec les élections en plus, on n'a même pas eu des feux verts pour déposer les dossiers. On est en avril. Voilà, pour juillet. Donc ça, on ne sait toujours pas, mais on va faire tout pour. Et puis en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce collectif d'artistes va jouer devant les parents, la famille, etc. Mais on essaie de les proposer sur des festivals. Donc, Listen to This, ce concept a été proposé à Traquenard, au Festival Traquenard, a été proposé à Cité Métis, à Socholet, aux Éclectiques. Ça a été proposé plusieurs années à Temporive. On a fait 4, 5, 6 Temporive, je crois, avec ce projet-là. Donc, c'est une autre aventure pour les jeunes de monter sur scène face à des gens qui ne viennent pas forcément que pour eux, qui viennent pour le groupe d'après. Et dans un contexte vraiment pro, là, du coup. Un contexte pro, avec un accueil technique où il faut respecter certaines contraintes. Nous, on essaie toujours d'être dans la bienveillance et dans l'accueil, de faire en sorte que les jeunes puissent se concentrer juste sur l'artistique et ce qui est déjà beaucoup à leur âge et pour certains. Mais c'est vrai que ce confort en fait qu'on leur donne, on se dit que par la suite, des fois, c'est pas facile pour eux. Quand tu montes ton propre groupe et que tu vas jouer dans une salle et il y a 3 personnes et t'es pas accueilli techniquement et là tu découvres les galères, la réalité, mais en tout cas nous on essaie de les mettre bien. Donc la salle en général, il y a du monde, ils sont bichonnés au niveau technique. Le but c'est de leur donner envie aussi, quoi. Oui, donner envie. Si tu commences et que tu prends un bouillon, c'est compliqué, ça donne peut-être moins envie d'y retourner. C'est ça. Et tu disais que du coup vous faisiez vivre ce projet-là dans le 78. Et il y a quelques années, c'était toi qui étais là-bas finalement. Ouais. Ça fait quoi un peu de... Ouais, c'est assez... Ouais. C'est marrant parce que j'y avais pas pensé, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que, tu vois, en plus, on n'est pas du tout originaire de là-bas, ni aucun des membres de l'asso, ni aucun des membres du groupe. Et c'est marrant de revenir là-bas parce qu'il y a... Comparé à Angers, en fait, il y a des artistes qui ont rayonné, et qui ont de la visibilité, et même pas que dans le rap. En fait, on pense, tu vois, on va sur Trap, là. C'est Jamel Debbouze, c'est La Fouine, c'est, comment il s'appelle, Omar Sy. Ouais. Et nous, on n'a pas ça sur Angers, des gens qui vont rayonner autant, quoi, et qui vont ouvrir des portes. Et c'est peut-être ça qui a manqué pour beaucoup, en fait, parce qu'on voyait un peu le décalage, nous, quand même, sur Angers et même aux alentours, on voyait un petit peu ce décalage. Et c'est vrai que
c'est une autre façon de voir les choses, de travailler. Tu sais que dans le quartier d'à côté, il y a toujours un mec qui a percé. Et donc, c'est une façon de se projeter aussi plus facilement. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez drôle de revenir, je sais pas combien d'années après, plus de 20 ans, de revenir et de travailler avec des jeunes qui ont des similitudes avec les jeunes qu'on croise régulièrement. Hein. Mais en termes de parcours artistique, on sent quelques différences. Disons qu'on sent tout de suite l'envie ou l'appétence pour aller plus loin. Disons qu'ils se projettent tout de suite sur des formats radio, des formats labellisables, en gros, mainstream. Okay. On a croisé énormément de jeunes. On se dit, waouh, ok, c'est déjà... C'est pas du one-shot, il y a du projet derrière. Ouais, il y a du projet. Il y a bien sûr des problèmes qu'on rencontre un peu partout. Notamment sur l'aspect playback dans le rap, coup de gueule du moment d'ailleurs. Allez, c'est parti. Vas-y. Non, c'est vrai que c'est dur, on le voit, on n'arrête pas de le voir et les jeunes viennent sur scène, n'ont plus l'habitude de monter sur scène ou de freestyler comme nous on avait l'habitude. Donc c'est pas un discours de vieux con parce que j'aime beaucoup ce qui se passe maintenant et l'énergie qu'on peut avoir chez les jeunes. Hein, mais par contre, pour l'aspect live, certains se sont rendus compte aussi que tu viens avec ton master, avec ta voix enregistrée, tu chantes par-dessus, c'est quand même pas dingue. Et le playback, nous, on essaye de leur dire, bon, tu pourrais faire autrement. Ouais. Alors parfois, il y en a certains qui vont travailler leur playback parce que ça se travaille en studio, c'est-à-dire tu sous-mixes un peu les voix, tu gardes des voix avec des effets que tu peux pas faire en live, tu mets que des refrains parce que tu es tout seul sur scène. C'est aussi la culture du solo depuis une dizaine d'années. Il n'y a plus beaucoup de groupes, il n'y a plus de collectifs, il y a énormément de solistes, de gars, c'est tout sur l'image, sur l'histoire du gars. Donc ça, voilà, tu te retrouves après seul sur scène. Comment tu fais ? Ouais, ça n'a rien à voir. Tu manques de souffle là, voilà. Ouais. Et puis il y a aussi la culture. Nous qui avons eu la chance d'aller beaucoup sur Bamako. En fait, quand il y avait un slogan Africa is the future, on s'est rendu compte que à Bamako, nous en 2007-2008, tous les artistes étaient en playback, mais pas en France. Okay. Et maintenant, tous les rappeurs, beaucoup, je vais pas dire tous, mais beaucoup de rappeurs un peu mainstream sont sur des formats en live avec des backs sur bande, des appuis, voire tout sur bande. Et d'ailleurs, on a organisé un tremplin il y a 2 semaines. Celui qui a gagné, il était en playback total, quoi. Bon, j'étais pas dans le jury, mais sinon, ça peut questionner en tout cas. Ça questionne sur l'approche que tu as par rapport au live. Ouais, puis le tremplin, il est aussi peut-être là pour voir quelle est un peu la prestation scénique de la personne. Et du coup, il en manque une partie, j'imagine, quand t'as pas la voix. C'est ça. Il manque une partie, mais le jury voyait autre chose. Et voilà. Donc, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est bien pour celui qui l'a gagné. Et c'est très bien. En plus, c'était mérité. En plus, c'était vraiment bien. Mais ce qu'il a fait, mais c'était dommage d'avoir du playback. Oui, ça n'empêche pas le talent artistique de la personne, mais l'aspect talent de scène, c'est autre chose, quoi. Et puis c'est quelque chose d'important. En plus, il y avait un kit micro à gagner avec une carte son et il nous disait juste avant de commencer, moi j'enregistre avec mon téléphone et BandLab et mes écouteurs et je suis en galère. Bon, c'est bien tombé que ce soit lui qui gagne le kit micro. J'ai une autre question un peu, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le rap, mais qu'est-ce que tu penses de l'autotune ? Eh ben l'autotune... ça fait pas partie de ma génération. Parce que là, en ce moment, on entend beaucoup. Moi, je trouve que ça uniformise un peu trop les voix. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un peu le même grain de voix. Et certains... il faut savoir chanter déjà, un peu quand même, finalement. Parce que même si ça corrige des notes, il faut quand même chanter un peu. Si tu rappes seulement, l'autotune ne sert à rien. Et mon positionnement par rapport à ça, c'est chacun fait ce qui plaît, c'est un peu une couleur, s'il lui plaît du moins, c'est une couleur un peu que tu peux donner. C'est pas mon truc, c'est pas ce que je ferais, je crois que j'y arriverai pas de toute façon même, je sais pas. Mais il y en a qui le font bien, d'autres qui le font très mal. Et ce qui est problématique, c'est que je trouve que ça se travaille vraiment l'autotune. Il faut avoir presque ton ingé son ou voilà, quand on parle de live, pareil là, si tu veux gérer un autotune en live, il faut le faire bien. Et il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est facile et qui débarquent et qui sont obligés de faire du playback du coup parce que sinon ils n'y arrivent pas, quoi. Et il faut être à la tonalité et faut chanter un peu quand même, faut envoyer un peu de son aussi, donc mais moi je suis pas hyper fan de cette mouvance. Mais j'ai l'impression que ça diminue un peu là. Ouais, je crois. Ça ralentit. On en revient un peu. Ouais, c'est pas plus mal. C'est des cycles à la musique. Période, il y en avait partout, quoi. Ouais, c'est Jul. Ouais, c'est Jul. Mais ça reviendra dans 15 ans, si ça se trouve. Il y aura une pause, et comme la tectonique, non ? Il y a des choses qui sont c'est pas en train obligées de revenir ça, des fois. non, je crois pas. Ah bon ?
La tectonique revient. Je crois, ouais. Il y a eu un moment, je crois, je sais pas si ça a été très court ou si c'est en Ouais, train c'est de ça. revenir là, mais Ça, pour ça moi, va. c'était Ouais. un mouvement qui était enterré. En fait, quoi. ça va être ça tous les 20 ans, ça va revenir, mais Ouais. très court, et ça repart. dommage qu'il n'y ait pas de caméra, sinon Flo il nous aurait fait une démo là. Ah oui, j'étais chaud. Mais Bon, bon. ça peut se trouver très facilement. Hein. Non, mais on verra ça pour plus tard. Ok, Et puis c'est pas le filmer, c'est dommage. on mettra ça sur Insta, t'inquiète. Ouais. On gère ça juste Ok, après. Ouais. ok, on voit ça après. On va passer du coup au quiz de notre ami Vensey. Alors, moi aujourd'hui, je vous propose un petit quiz thématique. D'habitude, c'est format un peu QCM et je vous propose de changer un petit peu. L'air de rien, nouvelle ère. Je vais vous proposer tout simplement des petites questions. Il va falloir trouver une réponse dans laquelle il y a R, le son R au moins dedans. Ok? Il complique les choses. Ouais, on change, on innove un petit peu. Le RN. Tu verras. Traditionnellement, on fait toujours l'invité guides contre les gars. Parce que les 2 personnes- contre 1, bravo, c'est sport, c'est Non, couvert. non, mais les je vais gars. te dire pourquoi. Mes collègues sont fort sympathiques et drôles, mais il faut bien 2 personnes pour Pour aller battre contre un le invité talent. exceptionnel que l'on est à chaque fois. Donc voilà, 2 contre 1, ça nous semble plutôt équilibré. Ouais, tu Ok. nous trouves juste super con en fait. On est moins calé que l'invité. Quelle Oui, bonne c'est ambiance ça, par c'est ici. T'as vu? Ah mais on s'entend super bien. Ouais, Prends ouais. soin C'est- des uns des autres. C'est les uns uniquement des professionnel. Exactement. Vous avez le droit de m'interrompre pendant la question. Mathieu, tu regardes pas Je les vois- réponses je vois s'il te les plaît. réponses. Oh, c'est dégueulasse. Ça, Ah bah voilà, commence bravo. par tricher. Bravo. 2 contre 1 et en plus il y en a un qui triche. Heureusement qu'il a pas trop de voix. T'as vu le niveau de jeu? Il se sent obligé de tricher pour trouver les réponses. Fais-toi confiance, Il Mathieu. triche, Ça mais va il aller. triche mal en plus. quoi. Ça va aller. Première question. Nous sommes à la recherche d'une enveloppe naturelle, sans qui votre corps se transformerait en ballon de baudruche géant. Elle pèse environ 10 tonnes sur vos épaules en ce moment même et vous la sentez même pas. Quel est le nom de cette couche gazeuse qui écrase discrètement? Atmosphère. Oui, Bien joué. bien joué. On a le droit de te couper ou Oui, faut vous avez le droit de me attendre couper, après il n'y a pas de problème, il n'y a pas de papier. Ouais. Deuxième question. Alors, il a passé sa vie à se moquer des médecins, à les traiter de charlatans et d'imposteurs. Pour son dernier rôle, il a joué un hypochondriaque. Et c'est en quittant cette scène-là qu'il est mort 1 heure plus tard chez lui. Quel est le nom de Molière. ce dramaturge Molière. qui a eu... Oui, Et ouais, bien joué. bien Attends, sûr. je répète. Molière. Molière, tout à fait. Ouais, c'est là que je me rends compte que je suis super nul en fait. Mathieu, c'est le moment où si c'est pas C'est pour, pratique pour toi de parler, C'est pour te donner des idées pour tes prochains projets Ouais. artistiques en Ouais. R. c'est le moment, Mathieu. Si tu veux prendre le petit objet pour te signifier, si tu as besoin de parler, vas-y. Ouais. Un instant. Vas-y. Voilà. Petite démo. Ça veut dire oui. On avait Tu dit peux nous faire non? Il faut peut-être expliquer pourquoi. Oui, bah parce que Mathieu, quand il parle tout seul aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On lui prête attention, mais comme il a un petit peu de mal à s'exprimer, on lui a proposé de prendre un petit objet transitoire pour se signifier. Voilà. Très bien. C'est bon? Merci. Ou en morse, tu tapes sur le micro sinon. Ça va être long la réponse. Allez, 3e question. Selon la légende, et j'insiste sur la légende, ce jeu aurait été inventé par un noble enfermé à la Bastille pour tromper l'ennui. Seul, sans adversaire et sans personne à qui parler. Un jeu tellement... Oui, Le solitaire. oui, Ah, le oui. solitaire. Bien joué. Exactement. Ah, ça fait 3-0 là. Hein. Oui, ça fait 3-0. Ouais. hein. C'est Ouais. dur, hein? Ah, c'est dur. Allez. 4e question. En 1667, Louis XIV décide d'éclairer les rues de Paris la nuit pour faire baisser la criminalité. Lampadaire. Oh là là! Oh, bien joué. Sorti de nulle part, il est là, le lampadaire, fallait ou le un point, quand même. réverbère, précisément. Réverbère, Mais, lampadaire. mais j'acceptais lampadaire, c'était ok, y a pas de problème. Dernière question. Créée en 2006 en Pays de la Loire, cette association croit dur comme fer que la culture n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. Elle intervient dans les quartiers prioritaires. L'air et les de quartiers rien. ruraux. Bravo Guillaume. Elle était dure celle-ci. Hein. Je termine quand même. Les quartiers prioritaires, les quartiers ruraux et le milieu carcéral, tu en as un tout petit peu parlé Ouais. tout à l'heure. Là, je regarde Flo parce que du coup, j'espère que je ne nous mets pas des minutes dans la vue, mais ça m'intéresse bien de savoir rapidement comment vous intervenez en Je- milieu carcéral. Je vais faire vite. Trop Ben, cool. souvent, on fait appel à nous, tu vois. Il y a des besoins en termes de culture, de développement. Et voilà, nous, on arrive. Souvent, on a organisé un concours d'éloquence en prison. On a fait une tournée des prisons avec Nouvelle Air en 2005, 6, 7, je ne sais plus. Ah oui, donc Et ça fait tout un moment. été avec 1 semaine par prison.
Et donc on a été même un peu partout en France. Moi j'ai été dans des prisons dans le sud de la France, dans le nord, beaucoup en Picardie aussi. Et des prisons très différentes, des fois des maisons d'arrêt, donc avec des peines plutôt courtes, et en centrale avec des peines plutôt longues. Et donc des formats d'ateliers d'écriture où on sent le besoin de relâcher des choses, le besoin tout simplement d'un peu de divertissement, de parler. Et des fois on a fait juste des concerts aussi. Ouais. Pas d'atelier, mais juste venir faire un concert dans la cour. De promenade ou dans une salle de sport. Et c'est à chaque fois. Alors, c'est très intéressant et c'est très pertinent de faire ce genre de projet en prison, je pense, mais c'est parfois un peu dur sur la durée quand on en fait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des journées qui étaient un peu longues parfois, et le soir on rentrait, on fait ok, bon, boire une petite bière là. Un peu dur émotionnellement parfois. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. T'as parlé du concours d'éloquence. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots rapidement ? En fait, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en termes d'oralité et nous qui allait plus loin que l'aspect écriture musicale, création de chansons. Et en fait, il y a une bénévole de l'association qui s'appelle Jennifer, qui est maintenant trésorière de l'asso. Jennifer de rien. Ouais, Jennifer de rien, qui travaille... qui travaillait à l'époque sur Trélazé au centre Ginette Leroux et qui avait vu un documentaire qui s'appelle À voix haute, qui est sur un parcours d'éloquence en Seine-Saint-Denis, et elle s'est dit tiens, ce serait cool de faire quelque chose comme ça dans cet esprit-là. Donc on a monté un parcours avec de l'expression corporelle, de travailler sur la posture, le regard, sur la portée de la voix et sur l'argumentation, le contenu, la rhétorique. Donc on a 4 intervenants à développer ce genre de parcours pour les jeunes. Et on va jusqu'à une finalité de monter un concours d'éloquence avec des thématiques imposées, des positionnements imposés. On aime bien ce côté imposé pour essayer de se dépasser, même quand c'est pas ta vision des choses, d'essayer de trouver un peu des argumentations comme un peu tu jouerais le méchant dans le film ou l'avocat finalement, parce que c'est des concours qui viennent de l'école du barreau à l'origine. Et donc, nous, on fait 12 à 13 concours par an en milieu scolaire essentiellement maintenant, parce qu'on est rentré sur des parcours du département. Donc, on fait beaucoup au collège, mais on l'a fait aussi en prison, donc dans des centres sociaux. Et on trouve que ça prend énormément de place maintenant. En fait, c'est ce qu'on fait le plus finalement à l'année, parce que on voit que ça dépasse le cadre de la musique. C'est juste... apprendre à parler, apprendre à trouver les mots, gérer ses émotions. Et on sait qu'on le fait beaucoup avec des ados. C'est quand même compliqué, le troisième, les premiers euros, la démarche pour trouver des stages. Et puis tout simplement essayer des fois de dépasser un vocabulaire. On a travaillé avec des jeunes de quartier qui avaient du mal à sortir du rôle de cet argot un peu de quartier, et quand ils se retrouvaient dans des schémas professionnels où fallait essayer de bien parler, ça devenait dur. Donc voilà, et puis d'autres qui arrivaient en France depuis peu, donc c'est aussi une manière de se mettre au défi, voilà, je vais essayer avec mes mots à moi, avec mes fautes, d'essayer quand même d'être éloquent et de convaincre un jury, de convaincre un public. Génial. Trop beau ça. Donc ouais, on adore ces projets-là et on espère que ça va continuer encore longtemps. Bravo, à l'air de rien, bravo Guillaume. Merci. Juste avant de passer aux recommandations, je voulais juste refaire un point. On a parlé des 4 vérités de Nouvelle Ère. Ouais. Tu as d'autres projets dans lesquels tu es encore actif ? Ouais, il y a le groupe Badam, qui est un groupe fusion rock rap, à la base 3 sur scène, basse, batterie, MC, et depuis quelques années avec saxo et trombone, big up Sev, big up Lulu, and the Power Brass, donc Badam and the Power Brass. Et je fais partie aussi de d'un collectif hip-hop entre Austin au Texas et Angers France depuis 2016. On fait des allers-retours entre les États-Unis et la France, on monte des tournées, des actions culturelles. On a rencontré en fait des artistes qui avaient la même vision des choses que nous sur la culture hip-hop et sur la transmission de savoir. Et donc voilà, on écrit des morceaux, on tourne des clips. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a fait plusieurs semaines en Allemagne aussi. On a fait une petite tournée en Allemagne. Donc c'est pareil, énormément de rencontres, énormément de choses, de rencontres entre passionnés en fait, et c'est une aventure humaine exceptionnelle, parce que c'est une deuxième famille qu'on a maintenant là-bas. Nous on va chez eux, on fait les dimanches après-midi avec la famille, les enfants, on rencontre, voilà, on fait les barbecues du Texas quoi, devant un match de football américain. Donc on est rentré vraiment dans leur famille, et quand ils viennent ici c'est pareil quoi, ils sont chez eux, c'est leur deuxième
c'est leur deuxième ville, hein, Angers. Ouais, À la base, c'était basé sur les échanges entre Austin et Angers, les villes jumelées. Ouais. C'est né comme ça, parce qu'il n'y avait pas de collectif hip-hop. Il y avait des choses dans la musique et dans le culinaire, mais pas dans la culture hip-hop. Donc on a essayé de mettre ça en place, et maintenant ça vit tout seul. Parfois, il y a un lien qui revient sur des actions de la ville d'Angers à Austin ou à Angers, mais ça, voilà, les tournées se montent comme ça, en autodidacte, indépendant, Ok. pas de label, pas de tourneur, pas de manager, et on fait ça juste entre nous comme ça. Génial. Ouais. Et je crois on va dépasser un tout petit peu, mais j'avais une dernière question parce que je sais plus si tu en as parlé, mais je sais en tout cas que ça existe. Je sais que tu voulais parler 2 mots des contrées sonores. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Exactement, je suis désolé, je suis bavard. Moi, Non, mais Mais c'est très bien. C'est très bien, on est là pour ça. Ouais. Les contrées sonores, c'est un projet qui est mis en place par le Shabada. En fait, moi, j'ai une autre casquette. Je travaille un petit peu pour le Shabada. En fait, ils font appel à l'air de rien, du moins pour déléguer certaines parties de leur coordination de projets pédagogiques, et notamment le projet Contrées sonores qui est plutôt dans l'idée de faire du hors les murs, de sortir un peu du Shabada et d'aller dans des territoires ruraux. Ok. Et de travailler avec des partenaires sur les territoires ruraux. Ça peut être des médiathèques, des assos, des salles de spectacle, des municipalités, et d'essayer de créer quelque chose d'innovant sur le territoire ou de complémentaire avec ce qui se passe, et d'essayer de mettre de la culture, de la musique, des musiques actuelles en fait, sous une forme un peu différente. Et donc ça passe par des concerts dans des lieux atypiques. On l'a fait dans le Candéen, on l'a fait sur Loire-Othion, et là en ce moment c'est donc la Beaufort-en-Vallée et Beaufort en Anjou. J'hésite Beaufort en toujours Anjou, ouais, à Anjou, chaque Anjou, fois. maintenant. C'est ça, Beaufort en Anjou. Dans nos cœurs, ce serait toujours Beaufort-en-Vallée. Et donc le lien cette année, c'est avec Festibos, donc c'est super. Il y a une finalité au Festibos avec l'artiste Cerbère, et il va y avoir une création collective avec l'école de musique et plusieurs écoles de musique d'ailleurs. Et j'ai hâte de voir ça. Ça va être, je pense, une belle aventure encore artistique et humaine. Et c'est vrai que les contrées sonores, ça marche bien, parce qu'on le voit, nous, dans le Candéen. C'est la première année où on l'a lancé là-bas. C'était les Curieuses Contrées qui existent encore en fait, et on voit que les habitants se sont saisis du projet et ont monté des comités de programmation, on continue à lancer des concerts dans des lieux insolites. Ça va dans des concerts dans des chapelles, je me rappelle, dans des baraques d'habitants, dans des fermes. On a fait un ciné-concert dans une ferme d'un habitant. Il y a des silos, je sais plus. Enfin bref, on a fait plein de choses. Et des concerts atypiques comme ça faisait venir les gens. C'était un peu le côté surprise, découverte de lieux, découverte de territoire et découverte d'artistes. Donc tout plein de choses intéressantes. Encore une fois, de la découverte, du partage et du Voilà. collectif. Moi, c'est ce qui me plaît, moi, dans l'associatif et dans la musique. J'ai toujours fait partie de groupes nombreux, de collectifs. Je te parlais de puzzle humain. Ouais, moi, c'est tout mon à truc. fait. En fait, d'arriver à associer des compétences et des envies, et d'essayer de faire en sorte que ça prenne. Donc, que ce soit dans l'associatif ou dans la musique, je trouve que c'est comme ça que ça marche. C'est les plus belles choses. Il y a souvent le seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Moi j'y crois vraiment. Le ensemble on va plus loin, c'est vraiment important pour moi. Ok, super. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tous tes engagements et projets en cours, un Insta, un site, un profil, je sais pas trop où? Sur l'air de rien, c'est assez central. Souvent, on essaye de relier un peu les actus des groupes aussi. Et puis surtout, tout ce qu'on fait. Donc, le Instagram de l'association L'air de rien, association.LRDERIEN. Donc, l'air de rien avec le R, juste comme nouvelle ère. Ok. Comme LR. LR. Les républiques. Oui, merci. Mot de la fin? Pas encore. Je sens que Guillaume a adoré la comparaison. Merci beaucoup. Je vais y aller. Donc, et sinon, rendez-vous le 4 juillet à Festibos pour retrouver le projet Contrées sonores. Bah ouais. J'en profite. J'y serai. Ouais. Et si vous voulez rencontrer Gitz en même temps, c'est l'occasion. Pour finir, les recommandations. Est-ce que les gars, vous avez quelque chose à recommander? Mathieu, tu veux commencer? Allez, je commence. Moi, je voudrais recommander la dérive. La dérive. Alors, au moment où l'épisode sortira, ça sera déjà ouvert. Hein. Ça ouvre le 24 avril. Donc la dérive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit bar guinguette qui est donc au Port Saint-Maur à la Ménitrée, qui est une antenne de la Piautre, j'ai appelé ça comme ça.
donc qui ouvre jusqu'à fin septembre, je crois. à peu près. Donc il y a de la bière, il y a des planches apéro, il y a des concours de palais, de cornhole, Il y a des il y a des concerts. concerts. Au programme. T'as joué là-bas déjà? Une belle programmation. Ouais, avec Badam, ouais. Donc faut pas hésiter à y aller. C'est y a un des lieu. copains. Les copains, c'est un On n'est lieu pas là chouette pour lieu. parler de nos copains. Gna, 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 gna. C'est un lieu simple, familial. Et voilà. Lieu de La rencontre. Et de Partage. rencontre et de partage. Et de bonnes bières quand même. Hein, ouais. Ouais. Ok, super. Et ben on pourra se retrouver à la dérive cet été. Vensé, quelque chose à nous recommander? Oui, alors dans un tout autre style, moi je vous propose Forêt Mixte, un jeu de société qui peut se jouer jusqu'à 4, où on va devoir chacun créer sa petite forêt, recomposer son écosystème à partir des arbres, des plantes, des insectes, des petits animaux. Voilà, un petit jeu coup de cœur qui se joue super bien à 2, à 3, à 4 et qui est vraiment chill, Trop cool. Voilà. Et ben on ira faire une partie à la dérive. carrément. Gitz? Et ben moi, plutôt une série, For All the Mankind. Je trouve que ça va bien avec l'actualité du moment de Artemis 2 qui est parti voir la Lune. Là. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction et la conquête spatiale. Et en fait, la série, il y a la saison 5 qui vient de sortir. C'est pour ça que je pense à ça. Et c'est une série, moi, qui me parle beaucoup parce que je trouve le sujet intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe où la conquête spatiale s'était jamais arrêtée. Après les années 60-70, ça avait tout le temps continué, cette espèce de guerre froide et de conquête spatiale. Et en fait, c'est une traversée du temps depuis les années 50 jusqu'à 2020 sur plusieurs saisons, comme ça, avec cette histoire de conquête spatiale et de géopolitique aussi en fond. Et Ok. je trouve ça super intéressant. En effet, ouais, ça donne envie aussi. Et Flo, t'as une petite reco, toi? Oui, moi je voulais, pour changer, je voulais parler dessin. Non, je voulais recommander une illustratrice, Nina Faustine, qui a gagné en plus récemment un prix d'illustration dans un festival. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je suis depuis quelques années ses dessins, ses illustrations. Pareil, vous pouvez retrouver sur Instagram Nina Faustine Illustration ou sur son site ninafaustine.fr. Tu l'as fait exprès parce qu'elle bosse souvent avec l'air de rien aussi. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais, ça fait partie des artistes qui sont plutôt de l'art visuel qui bossent avec nous, Nina Faustine, Fast Freak et Joe Poppy. Ok. C'est les trois avec qui on bosse. Génial. trop bien. Et ben voilà. Big up Nina. Super. Et bah tout se recoupe encore une fois. Comme d'habitude, on a parlé rencontre, on a parlé humain, comme tu as dit, le puzzle humain. Je trouve que c'est une très belle expression. Merci beaucoup Gitz pour cet épisode. Chers amis, chers auditeurs, à très bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour la suite des aventures de l'école alsacienne avec ses 5 vaches. Et puis les gars, merci encore. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Salut!